Pendant près de 2 décennies, Joseph Kabila a dirigé la République démocratique du Congo, un pays au cœur de nombreux enjeux politiques, économiques et sécuritaires. Arrivé au pouvoir dans un contexte de guerre après l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila, il a marqué l'histoire du pays par des décisions majeures, entre tentatives de stabilisation et controverses persistantes. Mais au-delà des faits, une question demeure. Quel impact réel son passage à la tête de l'État a-t-il eu sur la RDC? Cette analyse vous permet de mieux comprendre les enjeux autour de cette période clé de l'histoire congolaise. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en laissant un j'aime et en partageant la vidéo. Votre participation est essentielle pour enrichir le débat. Et surtout, dites-nous en commentaire, quel regard portez-vous sur le bilan de Joseph Kabila? L'arrivée au pouvoir de Joseph Kabila en 2001 intervient dans un contexte de crise extrême, marqué par la Deuxième Guerre du Congo, qui fragilise profondément les institutions de la République démocratique du Congo. Face à cette situation, son gouvernement s'engage dans un processus de paix visant à mettre fin aux affrontements entre groupes armés et puissances étrangères présentes sur le territoire. Les accords de Pretoria constituent une étape déterminante, permettant l'instauration d'un gouvernement de transition et la réunification progressive du pays. Cette période marque également le retour à un cadre institutionnel avec l'organisation des élections de 2006, considérées comme les premières élections démocratiques depuis plusieurs décennies. Dans ce contexte, Joseph Kabila est souvent crédité d'avoir contribué à une forme de stabilisation politique et à la relance progressive de l'État, malgré la persistance de tensions dans certaines régions, notamment à l'est du pays. Cependant, cette dynamique de stabilisation s'accompagne de nombreuses critiques concernant la gouvernance et le fonctionnement démocratique sous sa présidence. Au fil des années, son pouvoir est accusé de se renforcer autour d'un cercle restreint, alimentant des soupçons de dérive autoritaire et de manque de transparence dans la gestion des ressources du pays. La réélection de 2011, contestée par une partie de l'opposition, accentue ces tensions, tout comme le report des élections après la fin de son second mandat constitutionnel en 2016, qui plonge le pays dans une crise politique majeure. Des organisations nationales et internationales pointent également des restrictions des libertés publiques et des pressions sur les acteurs politiques et la société civile. Ainsi, si la présidence de Joseph Kabila a permis certaines avancées en matière de stabilité institutionnelle, elle reste également associée à des controverses persistantes qui continuent d'alimenter le débat sur son héritage politique en RDC. Le parcours de Joseph Kabila s'inscrit dès le départ dans un environnement dominé par l'instabilité politique et les conflits armés. Né dans une période marquée par les tensions régionales, il passe une partie de sa jeunesse en exil, notamment en Tanzanie, où il vit sous une identité discrète, loin de la scène politique officielle. Cette vie dans la clandestinité, liée à l'engagement de son père Laurent-Désiré Kabila contre le régime de Mobutu Sese Seko, contribue à forger un profil réservé et stratégique. Très tôt, il est exposé aux réalités des luttes de pouvoir en Afrique centrale, ce qui influence durablement sa manière d'appréhender la politique, davantage axée sur la sécurité et le contrôle que sur la communication publique. Sa formation militaire constitue un autre pilier essentiel de son ascension. Il suit un entraînement en Tanzanie puis en Chine, acquérant des compétences en stratégie et en commandement. Par la suite, il rejoint les rangs de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, mouvement rebelle dirigé par son père, qui lance en 1996 une offensive décisive contre le régime en place. Cette campagne militaire aboutit à la chute de Mobutu en 1997 et à l'arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila. Durant cette période, Joseph Kabila occupe progressivement des fonctions militaires importantes, renforçant sa légitimité au sein du cercle du pouvoir. Cette expérience sur le terrain, combinée à son rôle au sein d'un mouvement politico-militaire victorieux, le positionne comme un acteur crédible au moment de la transition politique, facilitant ainsi son accession rapide à la présidence en 2001 dans un contexte de crise nationale. Durant ses premières années au pouvoir, Joseph Kabila engage un processus de paix visant à mettre fin à la guerre. Les accords de Pretoria en 2002 marquent une étape clé vers la réunification du pays et la formation d'un gouvernement de transition. En 2006, il est élu lors des premières élections démocratiques depuis des décennies, puis réélu en 2011 dans un climat politique contesté. Sous sa présidence, certaines avancées sont notées, notamment en matière d'infrastructures et de croissance économique, mais elles restent inégalement réparties et les institutions demeurent fragiles. Malgré ses efforts de stabilisation, son régime est régulièrement critiqué pour des atteintes aux libertés publiques, une concentration du pouvoir et des soupçons de corruption. Le report des élections après la fin de son second mandat constitutionnel en 2016 provoque une crise politique majeure, alimentant des tensions internes et des manifestations. Cette période fragilise davantage la confiance entre le pouvoir et une partie de la population, ainsi que l'opposition politique. En 2019, Joseph Kabila cède le pouvoir à Félix Tshisekedi après les élections de 2018, marquant la première transition pacifique dans l'histoire du pays. Toutefois, cette alternance est entourée de controverses,
certains observateurs évoquant des accords politiques en coulisses. Après la présidence, Kabila devient sénateur à vie et conserve une influence notable sur la scène politique, notamment à travers son parti, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Depuis son départ du pouvoir, les relations entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi se sont fortement dégradées. Les accusations sont mutuelles. D'un côté, le pouvoir en place accuse Kabila de soutenir des mouvements rebelles dans l'est du pays. De l'autre, je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République, est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Voilà. Kabila critique la gestion sécuritaire et institutionnelle du gouvernement actuel. Cette rivalité politique contribue à polariser la classe politique et à compliquer la gouvernance du pays, notamment après le boycott des élections de 2023 par son camp. Congolais, chers compatriotes, il y a 6 ans, je prenais congé de mes responsabilités en tant que président de la République, chef de l'État. Et fait inédit dans notre pays, en près de 60 ans d'indépendance. J'ai passé pacifiquement la main à un nouveau chef d'État. Depuis lors, je m'étais imposé un strict devoir de réserve, y compris quand j'ai fait l'objet, directement ou par mes proches interposés, de provocations, de déni de droit, d'humiliation, d'imputations dommageables et d'autres multiples atteintes à ma dignité. D'abord, parce que je suis convaincu que le temps est le meilleur allié de la vérité, un antidote lent mais puissant contre le venin du mensonge et de la délation. Mais aussi et surtout, parce qu'agir autrement aurait fait le jeu de ceux qui, par cette campagne odieuse, cherchaient à détourner l'attention de notre peuple de leur incapacité, aujourd'hui avérée, à répondre à ses attentes et aspirations. J'ai enfin décidé de briser ce long silence, de sortir de ma réserve et de m'adresser à vous parce que l'enjeu est de taille. Il est même existentiel. Non pas pour ma famille politique ou biologique, moins encore pour ma modeste personne, mais plutôt pour la nation congolaise et pour l'avenir de notre cher et beau pays. J'ai décidé de briser le silence parce qu'au vu de la situation que traverse notre pays, continuer à me taire m'aurait rendu poursuivable devant le tribunal de l'histoire pour non-assistance à plus de 100 millions de compatriotes en danger. Je saisis cette opportunité pour partager avec vous mes réflexions et participer ainsi à la recherche de la solution à la crise que traverse notre pays, la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, car il est gravement malade et son pronostic vital engagé. Mieux que quiconque, vous en êtes conscient, car vous en faites quotidiennement les frais dans votre chair et vous en payez le prix. Mes chers compatriotes, vu l'importance stratégique de notre pays et le rôle qu'il est appelé à jouer, j'avais, de l'avènement au pouvoir du chef de l'État actuel, conclu avec lui un accord donnant naissance à la coalition entre nos forces politiques respectives.
À propos de cet accord, beaucoup de contre-vérités ont été dites, y compris, fort malheureusement, par celui qui est censé connaître la vérité, parce qu'en étant l'un de deux principaux signataires. En attendant qu'au moment opportun, la vérité soit rétablie, preuve irréfutable à l'appui, permettez-moi pour l'instant d'affirmer qu'en ce qui me concerne, la conclusion de cet accord n'avait pour seule motivation que l'intérêt supérieur de la nation. Entre 2025 et 2026, la situation prend une tournure judiciaire majeure. Joseph Kabila est condamné à mort par contumace par la justice militaire congolaise pour haute trahison, crime de guerre et complicité présumée avec la rébellion AFC, M23, active dans l'est du pays. Il est notamment accusé d'avoir soutenu ce mouvement armé, impliqué dans des violences graves dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. La justice évoque également des accusations de déstabilisation du pays et de participation au pillage des ressources naturelles, avec des dommages estimés à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Non. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Parallèlement, des sanctions internationales, notamment américaines, font état d'un rôle présumé dans la déstabilisation des institutions. Cependant, son entourage et son parti rejettent fermement ces accusations, qualifiant le procès de politique et dénonçant un manque d'impartialité. Cette divergence d'interprétation souligne la complexité du contexte politique et judiciaire en RDC. Aujourd'hui, l'héritage de Joseph Kabila reste au cœur des débats en RDC. Pour certains, il est celui qui a contribué à maintenir l'unité du pays après une dévastatrice et à organiser une transition pacifique du pouvoir. Pour d'autres, son long maintien à la tête de l'État, les accusations de dérive autoritaire et les controverses récentes ternissent son bilan. Entre stabilisation relative et critiques persistantes, son parcours illustre les défis structurels auxquels la RDC continue de faire face. En définitive, le parcours de Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo reste complexe et profondément contrasté. Arrivé au pouvoir dans un contexte de guerre, il a participé à un processus de paix et à l'organisation des premières élections démocratiques du pays, tout en étant confronté à de nombreuses critiques liées à la gouvernance, à la démocratie et à la gestion des ressources. Les tensions politiques après son départ, notamment avec Félix Tshisekedi, ainsi que les accusations récentes portées contre lui, montrent que son influence continue de peser sur la vie politique congolaise. Son héritage divise encore aujourd'hui. Certains y voient une période de relative stabilisation, tandis que d'autres retiennent les crises politiques et les controverses qui ont marqué ces années au pouvoir. Comprendre cette période, c'est aussi mieux saisir les défis actuels de la RDC et les enjeux de son avenir.